Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, un peu moins de 200 personnes sont suivies pour le VIH-Sida. Et justement, pour le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Accueillons nos deux invités. D'un côté, Toté Lam Nguyem, responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales de la Direction de la santé basée au CHPF Yaurana. Yorana. Et de l'autre, Karel Luciani de l'association Prévention Sida Tahiti, Agir contre le sida Yaurana. Yaurana. Alors, toi, t'es l'âme. En l'occurrence, tout le monde sait ce que c'est le sida. Enfin, il me semble. Est-ce qu'on peut expliquer la situation actuelle? La situation actuelle est que par rapport aux années précédentes, on a une impression assez nette qu'il y a une augmentation. Disons que avant la Covid-19, on était, tous les ans, on avait 10 à 15 nouveaux cas par an, en général. La moitié venant de l'extérieur, de la Polynésie, et la moitié infectée sur le territoire. En 2020, à cause de la Covid, il y a une chute de la détection. Cette année-là, on a détecté que 2 cas, mais pour diverses raisons. Parce que tout le monde était polarisé sur la pandémie et on n'avait pas le moyen. Il y avait les fermetures, les confinements, tout ça. Après, l'année suivante, ça a remonté de nouveau, mais dans les chiffres qui ont été observés. Par contre, en 2022, on avait 21 cas. Donc, on se dit, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est à cause du retard diagnostique à cause de la Covid ou est-ce qu'il y a une augmentation? Donc, on n'avait pas assez de recul. L'année suivante, en 2023, ça a baissé à 14 nouveaux cas. Et là, cette année, on est à 25. 25, c'est un chiffre qu'on n'a pas atteint depuis assez longtemps quand même. Donc là, on est en train de parler des petites séries, donc c'est difficile sur un temps assez court avec des petits nombres comme ça de dégager une tendance. Je pense qu'il faut regarder un petit peu, attendre les autres années pour voir comment ça évolue. Mais en dehors du VIH-Sida, j'ai l'impression aussi, avec les chiffres un petit peu partiels qu'on a au niveau du laboratoire du CHPF, qu'il y a une augmentation également des autres IST, des infections sexuellement transmises, et notamment chez les jeunes. Dr Laster, Stéphane, qui est biologiste au CHPF, m'a montré l'exploitation des données qu'il a dans son laboratoire, pas des autres laboratoires, uniquement le CHPF. Et ça montre, par exemple, chez des moins de 20 ans, chez les femmes, on a à peu près 20% de personnes infectées par le chlamydiose. Donc, en fait, c'est pas juste une tendance sur le sida, voilà, c'est surtout c'est-à-dire c'est observé un petit peu partout. Moi, j'ai vu aussi pas mal de cas d'infection au papillomavirus, celui qui est responsable du cancer du côlon de l'utérus chez la femme, notamment. On a également une augmentation des cas de syphilis. Mais tout ça, c'est un petit peu difficile à exploiter parce qu'on n'a pas un système de surveillance très adapté pour détecter la tendance pour les IST. Disons que voilà, ce sont des chiffres un peu bruts qu'il faut regarder un petit peu avec circonspection et interpréter en fonction des données que nous avons. Alors justement, Karel, comment est-ce que ça se déroule les actions pour sensibiliser les gens, puisqu'on voit qu'il y a une recrudescence, les actions de sensibilisation, de prévention autour de ce sujet que le sida, le VIH? Donc au niveau associatif, on essaie de suivre le calendrier d'événements internationaux, comme par exemple la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. SIDAction, on ne fait pas grand-chose ici, mais au niveau mondial, il y a beaucoup d'actions. Après, il y a la journée du préservatif. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que au niveau des associations, on s'essouffle, on a très peu de bénévoles, on n'a pas de moyens. Donc, la responsabilité de sensibiliser aux problèmes de santé liés à la sexualité, c'est la responsabilité de tous et de toutes. Ça peut commencer à la maison, des parents qui vont parler à leurs enfants adolescents, et c'est aussi le rôle de l'éducation, de parler de ça aux lycéens. Donc voilà, nous on est là pour aussi dire aux institutions, au pouvoir public, on ne devrait pas se reposer sur le travail des associations pour cette sensibilisation, mais bien que c'est l'action de tous et de toutes. Bien sûr, une sensibilisation qui est importante au vu de la maladie, mais comment est-ce que sont pris en charge, on va dire, les personnes qui ont justement le sida, le VIH? Alors, nous, la prise en charge, c'est la responsabilité de la santé et de la société. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quand il y a de la détresse, on a au niveau associatif, on a
des personnes qu'on connaît qui sont malades du sida, qui ont été, qui sont porteuses du VIH et qui ont été rejetées par leur famille. Donc elles vont avoir des problèmes il y aura des problèmes de pauvreté, d'accès aux soins et tout ça. Et donc on va essayer de les aider. Mais là aussi, ça devrait pas reposer que sur les associations. Il y a une genre de stigmatisation. Toujours, il y a une stigmatisation, et cette stigmatisation, elle est bien réelle. Et même quand en Polynésie française, c'est toujours le cas. Il y a une stigmatisation sur cette maladie. Toi, Telam? Oui, en fait, c'est pour compléter les propos de Karel. Donc, dans la prise en charge des patients VIH, évidemment, il y a la prise en charge médicale. Bon, on en parlera plus tard, si vous voulez. Mais au-delà de ça, il y a le choc. Quand on apprend qu'on est infecté, en général, on s'y attend pas forcément. Donc, il y a parfois des phases un petit peu difficiles à passer, l'acceptation, dépasser le déni, etc., accepter de se faire prendre en charge, etc. Il y a aussi des tentatives de suicide. Donc, du coup, c'est pour ça que dans notre façon d'approcher, on travaille toujours en association, évidemment, avec Cousins Cousines, avec ACS, pour soutenir et apporter notre expertise pour accompagner les patients, mais aussi les diriger vers les structures un peu plus adaptées comme SOS Suicide, comme les services de psychiatrie pour les prises en charge psychologiques, etc. Donc, en fait, on travaille avec beaucoup d'intervenants, toutes les personnes qui pourraient contribuer par leur expertise à accompagner et à mettre les patients, à l'entourer pour qu'ils puissent retrouver sa santé à la fois au niveau médical, mais aussi au niveau mental, etc. Donc, voilà, c'est un travail un petit peu complexe parfois. En France, par exemple, ici, juste, je voudrais profiter pour en parler. J'avais voulu mettre en place une groupe de parole, mais c'est un petit peu compliqué. J'ai jamais réussi jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on a quelques pistes à explorer là-dessus. Il y a des actions que vous venez, par exemple, Karel, contre cette discrimination, ces stigmatisations? Non, pas vraiment. On n'a pas les moyens de le faire, mais ce qu'on essaie, c'est vraiment voilà, quand on a des personnes atteintes de la maladie et qui se rapprochent de l'association, et comme Toté vient de le dire, s'il y a des idées suicidaires, on va demander de l'aide à l'association SOS Suicide, et on va essayer de leur dire que c'est plus si grave, puisque aujourd'hui on ne meurt plus du sida. Ça, c'est un message important. Si on prend ces traitements et on fait attention, on peut retrouver une vie normale. On a bien sûr l'exemple de Maïré, qui va reprendre l'association Agile contre le sida. Elle a repris ses études, elle a refait sa vie, elle a un nouveau compagnon. Donc on vit très bien avec le sida, mais il faut se soigner, il faut prendre ses médicaments. Et quand on prend ces médicaments, on ne contamine plus. Et donc ça, c'est des choses aussi, il faut sensibiliser, il faut sortir les gens de l'ignorance au sujet de cette maladie. Alors justement, profitons-en, toi, Telam, comment est-ce que ça se passe en imaginant que quelqu'un est diagnostiqué? Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les médicaments qu'il prend et quels sont les effets? Oui, en fait, actuellement, le traitement du VIH s'est beaucoup simplifié au cours des 15-20 dernières années. Actuellement, la trithérapie, la fameuse trithérapie, c'est-à-dire l'association de 3 médicaments différents pour contrôler la réplication du virus, se résume à la prise d'un seul comprimé par jour. Un seul comprimé par jour, et avec ça, on arrive non seulement à contrôler le virus, pour qu'il ne fasse pas de dégâts au niveau du système immunitaire, et on laisse le corps se restaurer, et une fois qu'on met les gens sous traitement au bout d'un certain temps, quand leur charge virale, c'est-à-dire la réplication du virus dans leur corps est devenue très faible, à ce moment-là, comme disait Karel, ils peuvent s'engager dans les rapports sexuels sans protection, ils ne risquent pas de contaminer leur partenaire, ils peuvent vivre leur vie, ils peuvent avoir des enfants sans que les enfants soient infectés, etc. Donc, je vais même aller plus loin. Actuellement, les données scientifiques montrent que si les gens sont bien suivis, bien traités, ils rattrapent pratiquement la même espérance de vie qu'ils avaient s'ils n'étaient pas infectés. Donc, on en est là. On en est là. C'est-à-dire, en Polynésie française, l'espérance de vie d'un homme, c'est de quoi? De 77 ans par là, et de femmes de 80 quelques années. Eh bien, voilà, les gens ont pratiquement la même espérance de vie, même s'ils sont infectés, à condition qu'ils soient bien suivis et traités. Voilà, donc, en fait, comme disait Karel, on l'a démontré aussi que
ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon U égale à U, c'est-à-dire si vous êtes indétectable au niveau de la réplication virale, vous n'êtes pas transmissible à votre partenaire. Vous n'êtes plus un danger pour votre entourage, au moins les rapports, les personnes avec qui vous avez des rapports intimes. Vous n'êtes pas infectieux. Justement, voilà. Comment est-ce qu'on peut éviter, bon, c'est logique, classique, mais je pense qu'il faut le répéter au vu de la recrudescence des cas. Karel, comment est-ce qu'on se protège contre le sida? Voilà, donc aujourd'hui, l'OMS et beaucoup de services de santé parlent des 4 leviers pour ne pas attraper le VIH. Voilà. Donc, c'est l'utilisation du préservatif. Il y a également, aujourd'hui, il y a la PrEP. Il y a une molécule qui te permet de ne pas attraper le VIH. Donc, c'est un traitement qu'on peut prendre soit à l'occasion ou sur une longue durée pour ne pas attraper. Ensuite, il y a suivre son traitement. Donc, c'est ce que Toté vient d'expliquer. Quand on prend ces médicaments, quand on est atteint, on est porteur du VIH et on se soigne, eh ben, on ne transmet plus la maladie. Et la 4e, je sais plus trop, Toté. Non, c'est le 4e, c'est, je pense peut-être c'est la transmission mère-enfant, c'est-à-dire les femmes enceintes, quand elles sont bien suivies maintenant médicalement parlant, elles ne transmettent plus l'infection à leur nouveau-né. Oui. Mais je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses. On a la PrEP, ce que disait Karen, la PrEP, c'est le traitement préventif pour avant l'exposition, c'est-à-dire on prend quelques médicaments avant d'être exposé, et ce traitement-là nous protège, même si on a un rapport avec quelqu'un qui a le VIH, eh bien le taux de protection dans les études montre autour de 98%. Mais là aussi, ça dépend. Si on le prend bien, ça protège bien. Si on prend mal, mais ça ne protège pas. Ou peu. Un peu comme la pilule. La pilule, si on prend bien, on ne tombe pas enceinte. Si on prend mal, mais on risque de tomber enceinte. Là, c'est un petit peu la même chose. Mais je suppose que l'essentiel, ce qui est souvent partagé, finalement, c'est le préservatif, la capote. Le préservatif est ce qu'on préconise, c'est le moins cher, c'est peut-être le plus efficace, à condition, encore une fois, qu'on l'utilise correctement. Mais la PrEP, actuellement, est tellement efficace que ça constitue une des pierres angulaires de la lutte contre le VIH-Sida dans le monde, dans les pays qui ont la possibilité de l'utiliser. Voilà. Oui, Karel. Il y a également se faire dépister. Voilà, c'est les personnes qui ont des rapports sexuels réguliers ou qui ne connaissent pas leur partenaire, se faire dépister au moins tous les 3 mois fait partie de ces outils pour éviter la propagation du VIH. Transition parfaite, on se fait dépister où, comment? Alors, donc il y a des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc, en général, c'est possible de se faire dans le service de Toté au CHTPF, mais il y a au Farita Mahou, dans la plupart des dispensaires, et donc je crois qu'il y a une quinzaine de lieux où ce dépistage est gratuit et anonyme. Et voilà, et aujourd'hui on peut se faire dépister à la maison aussi. Il y a des kits qui sont disponibles en pharmacie, donc c'est toujours un peu cher, mais voilà, c'est important de se faire dépister. Et l'autre levier aussi, c'est une nouveauté, c'est le traitement post-exposition Toté. Une personne, par exemple, qui se fait violer et qui ne connaît pas son agresseur, s'il y a un risque de contamination, il y a un traitement qui est disponible à l'hôpital et qui te permet de ne pas attraper le VIH. Oui, Toté. Voilà, en fait, pour simplement compléter encore une fois le propos de Karel, ce sont la PrEP, le traitement pré-exposition, et le TPE, le traitement post-exposition, sont pris en charge en France, sont mis en place depuis un certain temps déjà, et c'est pris en charge gratuitement pour la prise en charge de voilà, donc voilà, c'est ça au niveau des associations, on essaie, on est militant et on réclame les mêmes droits de santé. Donc ici en Polynésie, on a un gouvernement qui a promis de rendre ces 2 molécules, ces deux traitements accessibles, surtout aux personnes les plus pauvres. Et donc on attend toujours et on aimerait bien que ce dossier avance, et parce que c'est important là. Par exemple, nous au niveau des associations, on voit que on voit qu'il y a la pauvreté augmente. La pauvreté augmente. Il y a des gens qui sont vulnérables, qui vont se prostituer. S'il y avait la PrEP, on pourrait dire à ces personnes,
faire de la sensibilisation ciblée sur ces personnes en leur disant il y a cette molécule, vous vous prostituez pour vous nourrir, pour gagner un peu d'argent, on reste solidaire, on va vous aider et on va essayer de faire en sorte que ces médicaments soient gratuits et vous permettent de survivre. Et donc, c'est ça qui est important. Et je pense que le gouvernement doit prendre conscience que c'est pas pour du récréatif, c'est vraiment pour des personnes en besoin, finalement. Des personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces médicaments, et donc ça devrait être gratuit. Je reviens sur la recrudescence des cas qu'il y a en ce moment. Est-ce qu'on sait, toi, Telam, quels sont les facteurs de cette recrudescence? Non, je sais pas. Disons que lorsque vous avez une recrudescence des infections sexuellement transmises, il est évident que les gens prennent moins de précautions. C'est pratiquement automatique. Maintenant, pourquoi ils prennent moins de précautions? Ça, c'est une question à explorer. Je pense que peut-être il est temps de faire une enquête sur les comportements, attitudes et pratiques au niveau de la sexualité de la population en Polynésie française, parce que je me souviens, la dernière enquête date déjà quelques temps. Je ne sais pas s'il y en a une qui va être prévue ou pas. En tout cas, je pense qu'il y a une modification du comportement. Je pense que les facteurs sont un peu complexes. Je pense que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Oui. Tous les jeunes maintenant, se communiquent par smartphone, par Internet. Et du coup, lorsqu'on fait des maraudes avant, on pouvait encore faire des actions de prévention dans la rue, on rencontre des gens, des travailleurs du sexe, etc. Maintenant, tout le monde a disparu de la rue, tout le monde se connecte et se donne rendez-vous, consomme, sans qu'on puisse faire quelque chose d'utile pour attirer leur attention et leur vigilance. Il faut le faire sur les réseaux sociaux, finalement. Oui, mais nous, on n'a pas la compétence et surtout, notre équipe est trop réduite pour ça. Donc, je ne sais pas, on est en train de réfléchir là-dessus. Et il y a ça. Il y a le fait que ça devient de plus en plus dématérialisé, en tout cas les relations entre les gens. Il y a aussi la Covid-19 qui était passée par là. Et du coup, la parole médicale a moins de poids qu'avant. Et donc, du coup, maintenant... on remet en doute finalement ce que l'on entend. Souvent, il y a une attitude de défiance, non seulement vis-à-vis de la vaccination, mais vis-à-vis de tout ce que les autorités médicales ou les médecins disent. Les patients, ils sont moins portés à nous croire qu'avant. Est-ce que parfois on peut même minimiser finalement parce qu'on est loin, on se sent protégé par exemple? Non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que dans tous les continents, même dans les plus éloignés des centres urbains, la sexualité humaine étant ce qu'elle est, elle est partout pareille dans le monde, je veux dire. Après, à partir de là, c'est vrai que l'isolement fait qu'on est moins exposé aux nouveaux germes qui viennent de l'extérieur ou qui surgissent de l'extérieur, mais avec le déplacement de transport actuel, avec le nombre de touristes, des gens qui s'en vont ailleurs ou les gens qui viennent ici, etc., tout se mélange et tout se propage assez vite, et la Covid-19 en est un exemple. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de facteurs complexes qui expliquent peut-être la modification du comportement sexuel des jeunes, en tout cas. Des moins jeunes, je ne sais pas, je n'ai pas trop de données là-dessus. Justement, on va peut-être essayer de voir, Karel, tu as des retours éventuellement, des gens qui font partie de l'association, des témoignages? Non, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça que pour nous, cette journée de sensibilisation sur le campus de l'UPF, c'est important. C'est une initiative qui à l'origine, c'est des étudiants, donc par les étudiants, pour les étudiants, et donc c'est un bon signe. Mais il y a toujours besoin cette sensibilisation doit s'accompagner d'informations, parce que il y a toujours de l'ignorance, et il y a beaucoup par exemple, quand on va dire allez vous faire dépister, non, on a peur. Mais vous avez peur de quoi? Donc et même on a discuté avec des élus, c'est aussi compliqué, et donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire en sensibilisation. Effectivement, la journée de sensibilisation à l'UPF s'est passée ce matin. Il y en a une qui est prévue ce dimanche, donc dans 2 jours, justement pour la journée mondiale de la lutte contre le sida. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc là, au marché, ça sera une distribution de rubans rouges. Donc je l'ai pas sur moi aujourd'hui, mais c'est le ruban rouge, c'est pour la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Et on va également distribuer des préservatifs, puisque c'est le
un des premiers moyens de lutte contre la propagation du VIH, et c'est l'utilisation, c'est pas juste l'avoir dans la poche. Alors justement, préservatif, toi t'es là, mais il y a une dizaine d'années, tu avais fait une interview où tu disais que le préservatif, ça donnait pas très très envie, avec des mots différents, mais c'est ce qu'on pouvait ressortir de ce discours. Est-ce que le public minimise l'impact du sida ou même l'impact de la protection que peut apporter le préservatif? Je pense pas que la question se pose dans ces termes. Je pense que quand quelqu'un veut s'engager dans un rapport sexuel, il pense pas forcément à ça. Donc du coup, si tu veux, le problème, les capotes, je le dis, je le répète et je le confirme. Si c'est aussi naturel, aussi sexy d'utiliser, on n'a pas besoin de faire la promotion. C'est parce que, en fait, sur un acte de plaisir naturel, hein, voilà, physiologique, on vient mettre une contrainte. Parce que la capote, c'est une contrainte, malgré tout. Et quand on ne maîtrise pas cet outil-là, notamment chez les jeunes, eh ben, c'est un obstacle. Bien sûr, si tout le monde était des robots, on n'a même pas besoin de traitement pour arrêter le VIH. Tout le monde met la capote, c'est terminé la pandémie. Okay, le problème, c'est que nous sommes des êtres humains et que pourquoi on s'engage dans une relation sexuelle? Est-ce que c'est pour mettre la capote? Non. La capote, c'est qu'un moyen de protection, mais il a fallu penser à la protection ou une prévention au moment où on a envie de faire quelque chose d'intime avec quelqu'un d'autre. C'est un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut, en amont, expliquer, comment dire, démythifier un petit peu les préservatifs. Bien sûr, faire la promotion, mais expliquant qu'il y a des difficultés et comment surmonter ces difficultés. Parce que si on dit utiliser la capote, mais on n'explique pas comment et pourquoi, on n'a rien fait encore. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, toute la difficulté, c'est comment emmener les jeunes à s'approprier de cet outil afin que ça devienne naturel chez eux, lorsqu'ils s'engagent dans un acte quand même naturel. Voilà. Donc en fait, il faut rappeler aux jeunes que finalement, si on a un premier rapport, on ne sait pas si on a le sida, il faut mettre le préservatif par sécurité. Pas seulement leur premier rapport. Chaque fois qu'on a des rapports avec un partenaire qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, on met les préservatifs. Si maintenant on stabilise la relation et qu'on ne fréquente qu'une seule personne, à ce moment-là, avant d'enlever les préservatifs, on se teste tous les deux pour s'assurer qu'on n'a rien. Et après, on enlève le préservatif et on reste ensemble. On ne va pas papillonner ailleurs. Dans cette recrudescence des cas, est-ce qu'il y a peut-être une forme de déni de la part de certaines personnes qui se font diagnostiquer? Je ne sais pas, Karen. Voilà, oui, nous, on a connu des cas de déni et c'est pour ça que la sensibilisation, l'éducation, l'information est importante. C'est que il y a pas à avoir peur de cette maladie aujourd'hui avec tous les traitements, et ces traitements sont disponibles, voilà, les patients sont bien soignés en Polynésie française. On a des bons traitements et des bons médecins. Mais ce qui est important, c'est aussi nous, on parle aussi de responsabilité. Il y a des gens j'ai discuté avec des élus, ils m'ont dit, on devrait mettre quelque chose qui identifie les malades, les porteurs du VIH. Oula, c'est de la discrimination. Et en fait, la responsabilité n'est pas à celui qui va te contaminer, mais c'est bien toi, tu es responsable de ta santé. Et ben, si tu ne veux pas attraper le VIH, protège-toi, et on espère qu'il y aura la PrEP bientôt, et voilà, il y aura un autre moyen de se protéger. Et donc, c'est important, et ça fait partie des messages de sensibilisation que l'association essaie de porter aussi. Et on le répète, on ne cède pas bien sûr à quelqu'un qui insiste d'avoir des relations sexuelles en préservatif, tant qu'on n'a pas, comme tu disais, t'ôté l'âme, cette confiance autour de la santé finalement de l'autre personne. Est-ce que il n'y a pas une forme de tabou autour de la sexualité? J'ai l'impression que les Tata Tahiti en Polynésie, on n'en parle pas. Voilà, c'est la réalité en Polynésie française. Je crois qu'une fois, il y a l'année dernière, on a parlé d'éducation à la sexualité, aux relations amoureuses dans les écoles, et il y a eu des réactions très négatives sur les réseaux sociaux. Des réticences. Mais, voilà, des réticences. Et pour nous, c'est pas, voilà, dans les lycées, ça devrait être quelque chose de normal. L'OMS parle de cette action qui est importante. L'UNESCO fait pareil. Il y a des masterclass où on vient expliquer aux administrations responsables de l'éducation que voilà, c'est une chose à intégrer au
au programme des lycéens. Et ça devrait arriver ici dans nos écoles. Et je ne sais pas pourquoi, ce sont les tabous qui fait que on érige des barrières, des murs, et c'est toujours pas... La parole n'est pas libérée sur ce sujet-là. Alors, brisons justement ces tabous, il faut en parler, il faut être sensibilisé à ce sujet et surtout protéger sa santé sexuelle. Je le rappelle, il y a la journée de sensibilisation ce dimanche 1er décembre au marché de Pape Été. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à y aller. Et vous avez aussi des sites internet pour vous aider. Vous avez déjà le site d'action.org et surtout la page Facebook de l'association locale Agir contre le SIDA. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Et nous, les amis, on va se retrouver lundi à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée et bon week-end avec votre VIA Tahiti à 18h. Maururi Totato Farerira, Trahuma Parhana.